Je voudrais commencer par souligner, c'est la diversité des situations. Et on peut déjà le voir dans l'exposé qui a précédé, on a ici une situation très spécifique en Amérique latine. On a également une situation très spécifique dans l'espace dont je vais parler, qui est l'espace arabophone, qui est non seulement le Moyen-Orient, mais aussi, je dirais, surtout en termes de soulèvement, l'Afrique du Nord. Alors, on a eu tendance à placer toute une série de mouvements sous la même catégorie, et à leur donner les mêmes explications. C'est là que je vais d'abord faire un petit commentaire. C'est que dire, par exemple, que tout ce qui se passe, c'est la crise du capitalisme, ça explique tout et ça n'explique rien en même temps, parce que c'est encore une fois des situations très diverses d'une région à l'autre. Parler même de crise du néolibéralisme ne fournit pas une clé suffisante pour comprendre tout ce qui se passe dans les modalités différentes que ça connaît dans les différents pays, dans les différentes régions. Il est clair qu'il y a un fond commun de crise mondiale, mais par exemple, la zone espace arabophone fait partie des régions du sud mondial les moins affectées par l'impact de la crise de 2007-2008, la grande récession, comme l'appellent les économistes. Et donc, placer, si vous voulez, dans la même catégorie des événements comme les soulèvements en cours dans l'espace arabophone et Occupy, par exemple, aux États-Unis, ou même le mouvement du 15 mai dans l'État espagnol, ou voir ce qui se passe en Grèce, c'est aller trop vite, c'est être trop impressionniste. Il faut être conscient, encore une fois, de la diversité des situations et du fait que ce qui est en cours dans l'espace arabophone est quelque chose de particulier dont je vais essayer d'expliquer la particularité. Et de la même façon, bien sûr, on a évoqué l'effet de contagion, ça a également ses limites. On a parlé de Place Tahrir à Madrid, à Barcelone ou même dans le Wisconsin, aux États-Unis. Mais enfin, on voit aussi les limites de ces analogies par l'ampleur des mouvements et l'ampleur de leurs conséquences. Donc il y a quelque chose de véritablement spécifique dans si vous voulez, dans la contagion particulière à la région arabophone et qui ne relève pas du facteur linguistique. Ce facteur linguistique seul non plus ne peut expliquer des contagions. On a vu ce soulèvement parti de Tunisie en décembre 2010 s'étendre à l'ensemble. Il n'y a pas un seul pays de l'espace arabophone qui n'a pas été atteint à un degré ou à un autre, c'est pas les mêmes degrés, mais de la Mauritanie jusqu'à l'Irak, avec l'exception des États les plus artificiels, des mini-États éminemment artificiels que sont le Qatar et les Émirats arabes unis. Il n'y a pratiquement pas un seul État, même le Koweït, a connu sa version du soulèvement en cours à l'échelle régionale. Et donc il y a quelque chose là qui, avec l'ampleur des soulèvements et l'importance des changements, c'est-à-dire on a des révolutions au sens de renversement de régime par des mouvements de masse, eh bien, on a quelque chose de particulier à la région qui s'inscrit dans une longue durée comme débouché d'un blocage de longue durée, d'un blocage sur plusieurs décennies, d'un blocage du développement au sens large du terme et qu'on peut repérer même avec le critère étroit et discutable en soi du taux de croissance, mais utile ici pour repérer ce qui se passe. On a une région qui, depuis plusieurs décennies, depuis les années 70, connaît des taux de croissance par habitant qui sont même parfois négatifs dans certaines décennies et qui, dans l'ensemble, sont nettement inférieurs à ceux de l'ensemble des autres régions de l'espace afro-asiatique pour comparer avec ce qui est comparable, c'est-à-dire même l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Asie orientale.
Et ce blocage de longue durée est en rapport direct avec ce que j'ai appelé une modalité spécifique du mode de production capitaliste, qui est un concept très général, mais dont il faut analyser précisément les modalités spécifiques par pays ou par région. Et là, en l'occurrence, on a des modalités spécifiques de ce mode de production à l'échelle régionale, dont les deux composantes principales, c'est la prédominance, la généralisation en fait, des États rentiers, avec un rôle central qui est déterminant pour cette région du monde, qui est le rôle des hydrocarbures, du pétrole et du gaz, et qui crée des rentes en hydrocarbures, mais aussi des rentes dérivées, y compris des rentes stratégiques, et qui fait donc, qui aboutit à ce résultat que les États de la région sont en quasi-totalité des États rentiers, c'est-à-dire des États dont une partie essentielle, sinon la partie très majeure des ressources, sont de nature rentière. Et c'est en rapport également avec un caractère patrimonial, selon le jargon de la science politique, patrimonial, néo-patrimonial des gouvernements, mais on a une particularité, c'est la très haute densité des régimes de type patrimonial direct, c'est-à-dire où le groupe dirigeant s'approprie l'État, est propriétaire de l'État. Il n'y a pas de séparation, cette séparation qui est censée caractériser l'État moderne, entre l'institution étatique et les dirigeants et les gouvernements. Là, on a une appropriation directe, et ce n'est pas seulement dans les monarchies, mais également dans les soi-disant républiques, qui d'ailleurs fonctionnent de la même façon, avec des transmissions héréditaires du pouvoir, à tel point que dans la région, on a créé un terme qui est la fusion de monarchie et de république pour désigner cela. Donc on a cette modalité spécifique qui crée un type de capitalisme très particulier, dominé par le capitalisme de compérage, le capitalisme, enfin le népotisme si vous voulez, et un capitalisme privé qui a pour horizon le profit rapide, l'investissement à court terme et très peu de disposition à ce type d'investissement qui a fait que le capitalisme historique a abouti à ce développement économique, cette croissance économique mondiale absolument fabuleuse au cours des siècles passés. Ce qui fait que dans le contexte que je viens de décrire, eh bien, les recettes néolibérales, puisqu'elles sont appliquées, les recettes néolibérales ont abouti à des catastrophes, au sens où la prémisse sur laquelle ces recettes sont fondées, qui est celle que le secteur privé doit être le moteur de l'investissement et du développement économique, est une prémisse qui ne fonctionne absolument pas, puisque, pour les conditions que j'ai décrites, le capitalisme privé n'est pas prêt à jouer ce rôle-là. Donc on a eu un retrait de l'État, une chute, une baisse forte des investissements publics qui n'a nullement été compensée par les investissements privés, et ça s'est traduit par un chômage massif dont la région détient le record des taux de chômage depuis plusieurs décennies. C'est des records mondiaux de taux de chômage, donc ce n'est pas un produit des toutes récentes années, comme ça peut être le cas ailleurs, mais un record de taux de chômage, des taux de chômage records sur plusieurs décennies. Et c'est ce qui a explosé, c'est ce qui explose aujourd'hui, c'est ce qui explose, on le voit même dans la nature des soulèvements, et le lien étroit qu'il y a entre le chômage, entre la crise socio-économique et le mécontentement politique très fort. On le voit aussi même dans les revendications mises en avant dans ces processus. Ce qui explique que ce qui a démarré en décembre 2010, et décembre 2010, ce n'est pas un tonnerre dans un ciel serein, ça s'est préparé, en tout cas pour des pays comme la Tunisie et l'Égypte, par une accumulation et une montée des luttes sociales très évidentes dans les années qui précèdent. Ce qui a explosé, si l'on veut, en décembre 2010, c'est parce que c'est de le dire du début, un processus révolutionnaire de longue durée. Et c'est pourquoi d'ailleurs des expressions comme printemps arabe n'avaient pas beaucoup de sens. Printemps, ça désigne des phénomènes éphémères,
Alors après, vous avez pour les commentaires, je ne commente pas là-dessus sur les saisons. En fait, ce qu'il y a, c'est un processus de longue durée qui n'en est, il faut même le dire aujourd'hui, 2 ans et demi après, n'en est encore qu'à ses débuts. On est devant plusieurs années, sinon plusieurs décennies, de bouleversements révolutionnaires dans cette partie du monde. Alors, bien entendu, il y a des dynamiques différentes selon les États, selon la configuration des États, selon précisément le degré de patrimonialisme. Plus l'appareil d'État et la propriété directe du groupe gouvernant, plus les forces armées sont la garde prétorienne des familles au pouvoir, et moins sera possible un scénario à l'égyptienne ou à la tunisienne, où on a vu, pour prendre l'Égypte, ça s'applique aussi à la Tunisie, on a vu les forces armées prendre leur distance vis-à-vis du président, et d'ailleurs en Égypte, à 2 reprises plutôt qu'une, renverser ce président sur fond de soulèvement massif de la population. Donc on a des dynamiques différentes et qui font que dans des pays comme la Syrie et la Libye, ces processus la répétition de ces scénarios n'est pas possible, et c'est pourquoi on a des guerres civiles ailleurs. Ce n'est pas des erreurs, comme certains vont le dire, mais de mauvais choix de la part des acteurs et des actrices des soulèvements en question, mais c'est l'inéluctabilité que crée ce type d'État qui ne peut réagir à une rébellion de masse que par une violence extrême, et qui sont prêts, comme on le voit en Syrie, eh bien, à exterminer sa population, à détruire le pays, afin de s'accrocher au pouvoir. Je voudrais faire un commentaire rapide sur ce que l'Égypte est en train de connaître, qui est d'une part la confirmation de ce que beaucoup, notamment par l'islamophobie, mais enfin ce n'était pas le seul facteur, ont voulu décrire comme la transformation du printemps en hiver. Je parlais des métaphores saisonnières. Eh bien, on a la preuve concrète du fait que ces visions-là étaient des visions aussi impressionnistes que celles qui relevaient de l'euphorie au début de 2011. L'arrivée des frères musulmans et des mouvements apparentés au pouvoir était en quelque sorte inéluctable pour des élections organisées à courte échéance après le renversement de dictatures ayant duré des décennies, alors que ces forces avaient eu les moyens de s'organiser, notamment l'Égypte avait été tolérée pour la construction d'une énorme machine, alors que ces forces bénéficient d'un financement et même d'un appui médiatique, télévisuel très conséquent à cause de leur rapport, notamment avec l'Émirat du Qatar. Il y avait on peut dire, une sorte d'inévitabilité de leur victoire électorale dans un premier temps. Bon. Mais il y avait de la même façon, et encore plus inévitablement, la certitude de leur échec, parce que précisément ces forces n'ont aucun programme économique différent de celui des régimes qui ont été renversés. Que ce soit en Tunisie ou en Égypte, on est dans les gouvernements Morsi, l'ex-gouvernement égyptien, ou le gouvernement de Narda en Tunisie, sont dans une logique de continuation des mêmes politiques néolibérales, avec une plus grande docilité manifestée envers le FMI même que celle qui existait sous les anciens régimes. Et c'est pourquoi, quand on comprend quelle est la racine profonde des soulèvements en cours, celle que j'ai résumée, eh bien on pourrait comprendre pourquoi ces régimes étaient voués à l'échec, comme sera voué à l'échec tout nouveau régime, quel qu'il soit. Bon, la deuxième chose, et rapidement sur ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est qu'on a pour la deuxième fois un renversement qui est induit par une extraordinaire mobilisation populaire. C'est la deuxième fois parce qu'en février 2011, c'était également les militaires qui avaient écarté Moubarak, mais les gens ont oublié cela trop vite.
Alors, on a beaucoup dit que cette fois-ci c'était différent et qu'il y avait un président démocratiquement élu. Je voudrais souligner le fait que cela relève d'une sorte d'une conception, si vous voulez, de la démocratie qui ne devrait pas être celle de gens de gauche. Hein, cette conception de la démocratie qui consiste à croire que les élus ont carte blanche pendant toute la durée de leur mandat, même s'ils font le contraire de ce sur quoi ils ont été élus. Une dimension fondamentale de la démocratie dans sa conception de gauche, c'est le droit à la révocation des élus. C'est ce qui s'est passé en Égypte avec un mouvement de jeunes rébellion, Tamarro, qui a recueilli, sur une pétition, plusieurs millions de signatures, je vous disais, 22 millions de signatures, soit beaucoup plus que les voix qu'avait obtenues pour son élection à la présidence. Donc dire dans ce contexte-là que c'est un président démocratiquement élu, ça relève d'une conception que l'on ne devrait pas partager si l'on est à gauche. Cela dit, et je termine là-dessus, une gauche conséquente en Égypte aurait poussé pour un renversement par les moyens de l'insurrection populaire, enfin par les moyens du soulèvement populaire, je veux dire, par la grève générale, par la désobéissance civile, par des moyens de suivi. Malheureusement, on a deux rechefs, de la même façon qu'en février 2011, des illusions sur l'armée que des forces qui se disent de gauche et l'opposition libérale entretiennent, propagent et qui sont extrêmement dangereuses, comme on peut le voir avec cette tendance aujourd'hui du chef de l'armée égyptienne à se comporter en ce qu'il est le véritable homme fort depuis le renversement de Morsi. Donc il faut bien entendu se prononcer pour une troisième voie, celle dont le potentiel existe et il est très grand, mais ce n'est pas en disant qu'il faut regretter le renversement d'un président démocratiquement élu, c'est pas ça la République. Le seul mouvement d'ampleur comparable à ce qui a secoué, ce qui continue à secouer l'espace francophone en Afrique subsaharienne, c'était au Sénégal, et c'était pour la défense de la Constitution. Tu vois déjà l'énorme différence qu'il y a entre ça et des mouvements contre des pouvoirs absolutistes qui demandent des assemblées constitutionnelles. Accord ici dans cette salle, et c'est très bien, je m'en réjouis, sur le fait que la révocation, le droit à la révocation doit être au centre d'une conception de gauche de la démocratie. Malheureusement, ça a été évacué et oublié dans ce pays. C'est pourtant l'héritage de la Commune de Paris. C'est tout à fait au centre de sa conception de la démocratie. Et c'est une conception qui refuse la notion de mandat déterminé dans le temps. Parce que même réduire de 4 à 2 ans, on reste dans la délégation de pouvoir sans révocation pendant 2 ans. Ce n'est pas acceptable. Il faut un droit à tout moment, par la pétition populaire, pour la révocation des élus. Ce qui est le seul moyen d'avoir un véritable contrôle populaire sur les élus et avoir des élus véritablement représentatifs comme ils sont censés l'être. Or, ce qui se passe ce qui s'est passé en Égypte, c'est qu'il y a eu une véritable révocation de fait. Et en ce sens, les Égyptiens ne sont pas moins démocrates que l'Europe, ils le sont plus. Il faut le dire, sur ce point-là, le peuple égyptien démontre une conception de la démocratie qui est plus avancée que celle qui règne dans nos pays ici. En Tunisie, on peut dire qu'il y a fin de l'égalité, en un sens, de cette assemblée constituante dont la durée est aujourd'hui bien au-delà de ce qui était censé être le cas. Mais il n'empêche qu'il faudra qu'il y ait une démonstration dans la rue, à l'égyptienne, du refus majoritaire de ces institutions afin qu'on soit dans le même cas de figure. Pour le moment, comme disent les Égyptiens qui sont férus de football, c'est 2-1 Égypte-Tunisie. Le FMI, les négociations égyptiennes avec le FMI, d'un gouvernement après l'autre, n'ont pas abouti parce qu'aucun gouvernement n'a les moyens politiques d'imposer les conditions exigées par le FMI. Cela dit,
La gauche n'a malheureusement pas de programme alternatif au sens d'une conception qui serait à la hauteur des enjeux, mais en tout cas, la gauche sait ce qu'elle ne veut pas, hein, et le FMI, des questions, alors pour reprendre précisément la question sur le rapport entre les thèmes du mouvement intermondialiste et les soulèvements en cours, ben, des questions comme le FMI, précisément, le rejet des politiques du FMI, le rejet des politiques d'austérité, le rejet du néolibéralisme. Hein. Il y a une forte conscience maintenant anti tout cela. La question de la dette sont des questions qui sont au centre des préoccupations qu'il y a dans ces soulèvements. Il faut comprendre que, en l'occurrence, ce qui a permis à ce gouvernement dans un cas du gouvernement de Morsi, de retarder, dans le cas du nouveau gouvernement, de dire on ne veut pas, au moment, se montrer un peu plus strict, c'est une condition particulière qu'on ne trouvera pas partout. C'est l'existence de pays pétroliers, de monarchies pétrolières, disposés à renflouer, si vous voulez, les caisses de l'État pour un temps, employer l'économie pour un temps. Morsi a compté sur le Qatar pour ce faire, vu les rapports historiques entre les frères musulmans et l'émirat du Qatar. Le Qatar a donc déposé quelques milliards de dollars sous forme de dépôt, a accordé des prêts et s'apprêté à investir dans certains secteurs de l'économie égyptienne, le secteur bancaire d'ailleurs. Le nouveau gouvernement a vu venir à sa rescousse les Saoudiens. Je ne rentre pas dans les détails, dans l'explication des rivalités entre les monarchies pétrolières et tout cela, mais il y a le Royaume saoudien, il y a les Émirats arabes unis qui sont venus à la rescousse de ce nouveau gouvernement et qui ont déjà fait une avance de 12 milliards de dollars afin de permettre à ce gouvernement non seulement de ne pas faire ce que préconisait le FMI, mais même d'augmenter, c'est-à-dire prévoir des augmentations salariales et des mesures de ce type dans la bonne logique du fait que ce qui est à la source du mécontentement en Égypte et de toutes ces explosions, c'est d'abord et avant tout la situation socio-économique. Et que si le gouvernement, quel qu'il soit, veut essayer de stabiliser la situation, il doit au moins dans un premier temps, n'est-ce pas, calmer la situation par des mesures qui, donc, encore une fois, vont à l'encontre, qui vont en sens contraire de ce que préconisent les institutions internationales. Voilà. Mais encore une fois, si c'est possible, c'est parce qu'il y a un financement politique. On est dans un cas de figure très particulier qui n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire ailleurs, ce qui fait qu'on comprend que dans beaucoup d'autres pays du Sud mondial, vous avez des gouvernements qui se retrouvent dans les mêmes situations, qui abordent les politiques que les institutions internationales leur imposent, mais qui souvent n'ont pas d'autre choix que d'accepter, parce que là, ils ne sont pas d'Arabie Saoudite ou de Qatar ou autre chose, qui sont prêts à financer des périodes de transition. Voilà. Le morcellement et la perpétuation des monarchies pétrolières telles qu'elles existent, qui sont pour la plupart d'entre elles des constructions complètement artificielles, qui sont de fait des gisements de pétrole transformés en État. Parce que c'est en décrétant comme monarchie la chefferie tribale du coin, c'est tout à fait ça, eh bien, il est évident que ce morcellement et ces dépendances et ces protectorats individualisés profitent aux puissances occidentales, profitent aux États-Unis et aux autres, et que quand on a une forme de coopération régionale, c'est au niveau des monarchies pétrolières qui ont toutes
ensemble cette forte dépendance de la protection américaine, et ce n'est pas une intégration entre ces monarchies pétrolières, entre ces pays pétroliers et le reste de la région qui serait, elle, qui correspondrait, elle, à une véritable logique économique, vu qu'il y a des capitaux ici, des ressources, la main-d'œuvre là-bas, etc. Ça vous donne aussi cette absurdité relative qui consiste à voir que la plus grande partie des immigrants, des travailleurs immigrés dans les pays, dans les monarchies pétrolières, ne viennent pas du monde arabe, pour des raisons politiques. Ils viennent d'Asie du Sud, d'ailleurs. Il y a une peur des travailleurs en provenance de la région arabe. Et le tournant a été l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, et là les chiffres sont très clairs. On voit comment les travailleurs immigrés, qui avant étaient la majorité arabe, pour des raisons linguistiques, sont devenus très rapidement, sont passés à une grande majorité asiatique, qui fait que dans certains pays, les Émirats arabes unis, vous avez un aéroport, vous croyez dans une Inde riche, quelque chose comme ça, parce que vous ne voyez pas de locaux, vous voyez des immigrés asiatiques qui font tout le boulot. Ce qui a été dit sur les États-Unis, qui ça va dans la même logique, qui se détournent de la région pour s'intéresser plus au Pacifique, je crois que c'est pas. Je sais que c'est une idée qui est couramment exprimée, mais à mon sens, elle est fausse. Elle est fausse parce que, bon, évidemment que les États-Unis, pour cause, s'intéressent de plus en plus à la Chine, puisqu'il s'agit de cela particulièrement, et que ça devient leur plus grand souci sur tous les plans. Mais c'est pas pour cela qu'ils vont se désintéresser du Moyen-Orient, bien au contraire. Le contrôle sur l'accès au pétrole moyen-oriental est un atout stratégique décisif dans le rapport des États-Unis avec la Chine. Parce que la Chine est beaucoup plus dépendante de ce pétrole, y compris du pétrole du Royaume saoudien. La Chine est le plus grand importateur de pétrole du Royaume saoudien, protectorat américain par excellence. Donc la Chine est beaucoup plus dépendante de ce pétrole-là que ne le sont les États-Unis eux-mêmes. Ça, c'est important. C'est les États-Unis qui ont la main sur le robinet, les États-Unis qui contrôlent stratégiquement, et ce qui fait que, bon, il n'y a pas de contradiction. C'est pas ou le Pacifique, ou la Chine, ou ça, mais c'est au contraire, les deux vont de pair, et l'importance de la Chine accroît encore plus, encore une fois, l'importance du contrôle sur les zones pétrolières.